Voilà. Alors, donc je vais reprendre cet exercice-là de spectroscopie atomique appliquée à l'atome d'hydrogène. Donc, la formule est là. Donc, si vous calculez le 0, normalement, on trouve 13,64 électronvolts, avec un signe moins devant. Je rappelle, un électronvolt, 1,602 fois 10 puissance moins 19 joules. Le résultat que vous avez ici dans la formule, c'est des joules. Calculez la constante de structure fine. La constante de structure fine, elle est sans unité, sans dimension. 2 epsilon 0 H C. Donc c'est le terme que vous avez ici. Alors c'est approximativement égal à 1 sur 137. Et c'est sans unité, sans dimension. On peut le voir par analyse dimensionnelle. Voilà. Donc ça, c'est les valeurs. On va surtout s'intéresser à faire des calculs des niveaux d'énergie. Alors, si vous regardez bien la formule, L, s'écrit de la façon suivante. Donc, moins E0 sur n carré, facteur de 1, plus alpha carré sur n, facteur de 1 sur L plus 1, moins 3 sur 4n. Vous voyez ici déjà, il y a deux nombres quantiques qui interviennent. Vous avez n et L. Alors n, je vous rappelle, c'est le nombre quantique qui est lié à l'énergie. Donc ces valeurs, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, nombre entier jusqu'à plus l'infini. Le nombre quantique L, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est? Pardon? Oui, mais ça représente quoi au niveau de l'atome? Oui, vas-y. Le type d'orbital, tout à fait. Alors ça commence à 0, 1, 2, n-1. Et donc ça représente le nombre quantique azimutal. Donc celui-là, c'est le principal. Et ici, azimutal. Alors, si L égale 0, c'est quoi comme type d'orbital? Sphérique. Oui, c'est des orbitales S. Et si L égale 1? Si L égale 1, c'est quoi comme type d'orbital? C'est des orbitales P, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? On a le nombre quantique M. Alors, M, c'est quoi? C'est le nombre quantique magnétique, et donc M est compris entre moins L et plus L. C'est le nombre quantique magnétique. Donc ça, on va le voir après dans l'exo suivant avec l'effet Zeeman. Et puis, vous avez également le nombre quantique S, c'est le nombre quantique de... C'est le nombre quantique de... C'est le spin. Rappelez-vous l'expérience de Stern et Gerlach. Donc, avec deux possibilités, SZ qui va être égal à plus ou moins 1/2 de H bar, c'est-à-dire la constante de Planck réduite. Ça va ce que je viens de raconter ou pas là? Oui, non? Oui. Donc après ces rappels, on va calculer l'énergie du niveau E de 0 et E de 1. Toujours au troisièmement.
E, donc 2, 0. Ici, ça veut dire que n égale 2 et L égale 0. On va placer ça dans la formule. Donc E de 0 est égal à quoi? Ben, ça va faire moins E0. Je le laisse comme ça. Hein, sur 4. Facteur de 1 plus alpha carré. Je vais laisser alpha carré. Hein, sur 2. Facteur de 1 sur n plus 1, L égale 0. Donc ça fait 1 moins n égale 1, n égale 2, pardon, 3 huitièmes. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ceci? Ça va un peu vite? Une question. Oui, vas-y. C'est SZ ou pas c'est Z? Je sais pas. J'ai pas compris, Thibaut. Bah, justement, non plus. C'est-à-dire, répète. S. Après, c'est un truc tout con, mais je sais pas ce que c'est. Là, non, en bas. Ouais, exactement. C'est quoi? C'est le nombre quantique de spin. Tu fais un principe de Pauli quand on remplit dans les cases quantiques. Oui, je vois. C'est deux possibilités. C'est les projections du moment cinétique selon l'axe des Z. Ah. Donc ça, rappelez-vous, c'est le principe de Pauli. Donc E, je laisse comme ça, je vais faire un petit calcul de fraction. Bon, ça, c'est pas compliqué. 1 plus alpha carré sur 2. 1 moins 3 huitièmes, ça fait 5 huitièmes. Vous êtes d'accord ou pas? Et donc, pour terminer, E de 0. Facteur de quoi? 1 plus 5 alpha carré. Forcément. Je laisse volontairement comme ça. OK ou pas? Oui. Si maintenant je fais E de 1. Donc ici, n égale toujours 2 et L égale à 1. Ça va faire quoi? Moins de 0 sur 4, ça n'a pas changé. Facteur de 1. Facteur de 1. Plus alpha carré sur 2. Facteur de L égale 1, donc ça va faire 1 plus 1, 2, 1 demi, moins 3 huitièmes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc là, on va tout mettre également sur le même dénominateur. 1 demi moins 3 huitièmes, ça fait combien? Un demi moins 3 huitièmes, ça fait, on multiplie par 4 ici. Par 4 là. Ça fait 4 huitièmes moins 3 huitièmes, ça fait 1 huitième, fois 1 demi, 1 seizième. De alpha carré. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, on enregistre. Donc E3, hein. Même chose. Alors ici, n égale combien? 3. Ouais. Et L 1.
Vous appliquez, donc ça va faire moins E0 sur combien? 9. D'accord? Facteur de 1. Plus alpha carré. Alpha carré, c'est toujours alpha carré. Divisé par 3. Facteur de 1 sur L plus 1. Donc là, L égale 2. Donc ça va faire 1 demi moins 3 douzièmes, c'est-à-dire moins un quart. Est-ce que vous êtes d'accord? 3 douzièmes, ça fait un quart. Ouais. Et donc E3,1, ça fait quoi? Ça fait moins E0 sur 9. Facteur de 1 plus alpha carré sur 3. Alors, 1 demi moins un quart, ça fait quoi? Ben, ça fait un quart. Un quart fois un tiers. Un douzième. Oui. Pas de questions à poser. Alors maintenant, regardez bien, je vais représenter un petit diagramme énergétique pour l'atome d'hydrogène. Je vais mettre les niveaux d'énergie ici, qui sont négatifs. D'accord. Donc le 0 va être ici. Le 0 va être ici. Ça correspond à quoi dans l'atome? Est-ce que quelqu'un se souvient, vu que les niveaux d'énergie sont négatifs? Un atome d'hydrogène. Le 0, c'est quoi? Le moins de 0, ça représente quoi dans le cas de l'atome d'hydrogène? Moins 13,64 électronvolts, ça représente quoi? Pour être la fondamentale excitée. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Le moins E0, c'est l'état fondamental. Et là, ça correspond à N qui va être infini. Ça veut dire que là, l'électron, il est complètement à l'extérieur, c'est l'état ionisé. D'accord? Là, ici, on travaille avec des sous-niveaux. Vous avez quoi comme sous-niveau? Vous avez E2 et E3. Bon, l'échelle n'est pas respectée. Hein. Donc ici, le E2 est là. Et vous avez le E3 qui est là. Mais l'introduction de la constante de structure phi fait apparaître des sous-niveaux. C'est-à-dire que vous allez avoir des sous-niveaux. Et ici, vous avez l'arrêt, qu'on appelle passage du niveau 3 au niveau 2. C'est l'arrêt H-alpha de l'atome d'hydrogène. C'est l'arrêt rouge. C'est une des raies de Balmer de l'atome d'hydrogène. D'accord? Et donc, il y a des sous-niveaux. Vous avez E3,1 d'un côté et E3,1, E2,0 et E2,1. D'accord? Donc, E3,1, il est comment? Là, c'est moins E0 sur 9. Il y a un plus. Vous allez avoir un sous-niveau qui va être ici. Moins E0 sur 9, vous allez avoir un sous-niveau qui va être là. Qui va être ici. Ça va être le niveau E3,1. Que je représente en vert. Hein. D'accord? Et E2,1 et E2,0, vous l'avez ici. Alors, E2,0, c'est celui-là. Et E2,1, bah, il va être légèrement en dessous également. Voilà. Et donc maintenant, on va calculer lambda 1. Alors lambda 1, c'est entre quoi et quoi?
Lambda 1, c'est entre E3, 1 et E2, 0. Donc, lambda 1, c'est la longueur d'onde que vous allez avoir ici. E3, 1 et E2, 0. Donc, ça, c'est lambda 1. Vous allez voir ici. Et E3, 1 et E2, 1. Que vous allez voir ici. E3, 1 et E2, 1. Non. C'est mon truc. Vous allez avoir deux longueurs d'onde qui vont être extrêmement proches. E3, 1, E2, 1. Voilà. Et donc, il va falloir séparer, serrer. Et je vous expliquerai à quoi ça sert par la suite en astrophysique, pour faire de l'analyse physique. Alors, lambda 1, ça va être quoi? Rappelez-vous la formule. HC sur lambda égale delta E. Vous voyez ça? Donc ça, c'est la relation fondamentale. D'accord? Donc, HC sur lambda égale delta E. Je vais l'appliquer à lambda 1. Alors, lambda 1, c'est entre quoi et quoi? C'est entre E3, 1 et E2, 0. Et lambda 2, ça va être quoi? Ça va être entre E3, 1 et E2, 1. Ça va? Ouais. Donc allons-y gaiement. HC sur lambda 1 égale E3, 1 moins E2, 0. C'est-à-dire ça moins ça. D'accord? Donc ça va faire E3, 1, donc moins E0 sur 9, facteur de 1 plus 1 douzième alpha carré. Tout le monde est d'accord? Moins E2, 0. Attention, moins par moins, ça fait plus. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Oui. Alors, regardez bien. Le premier terme, c'est E0 sur 4. Moins E0 sur 9. Je vais le laisser comme ça, volontairement. Et je vais regrouper les termes en alpha carré. Donc, plus alpha carré. Facteur de quoi? Alors, 5 16e. Ouais, 5 16e. 5 16e de E0 sur 4. 5 16e de E0 sur 4 moins E0. 9 fois 12. 9 fois 12, 120, moins 900. C'est 120 moins 12, ça fait 108. Voilà. Donc ça, c'est HC sur
lambda 1. Et si vous vous souvenez bien de celle-là, c'était la raie rouge de Balmer à 650 nanomètres. Donc vous voyez, il va y avoir un léger décalage à cause du alpha carré, je vous signale, qui est extrêmement faible, 1 sur 137. Et donc il va y avoir un léger déplacement des longueurs d'onde. Et donc ce terme-là, il va falloir avoir un réseau suffisamment puissant pour pouvoir les séparer. Sinon, on ne va pas les voir. Alors pourquoi je vous parle de ça? Vous avez entendu parler des derniers développements scientifiques avec le télescope James Webb. James Webb qu'ils ont positionné entre Mars et Jupiter. Et bien avec ça, ils arrivent à mesurer des longueurs d'onde extrêmement précises. Et en plus, ils vont faire ça dans le grand nuage de Magellan, qui est à 2 millions d'années-lumière d'ici. Et avec ça, ils vont pouvoir détecter la présence d'hydrogène dans les nuages interstellaires. Donc, c'est de l'analyse chimique aussi. D'accord ou pas? Voilà. Donc, je continue. Donc, je refais mon calcul pour lambda 2. Alors, lambda 2, c'est entre combien et combien? 3 de 1 et E de 1. Donc, si je reprends mon calcul, E3,1 moins E2,1. E3,1, c'est moins E0 sur 9. E3,1, ça fait ça. E2,1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens d'écrire? Oui ou non? Donc, je reprends mon petit calcul. Ça fait E0 sur 4 moins E0 sur 9. Je regroupe les termes entre eux. Et je vais regrouper le terme avec alpha carré. Donc, alpha carré ici, je l'ai là. Donc, ça va faire 1 sur 64, 4 fois 16, 64. 1 64e de 0, moins 9 fois 12, 108, moins voilà. Donc, vous remarquerez, par rapport au terme que vous avez là, ici, vous allez avoir une autre valeur. Toujours en prenant la constante de structure phi, 1 sur 137. Approximativement égal. Donc, si j'applique, je vais recalculer mon truc. Donc, je vais toujours obtenir le même résultat ici, à savoir 0, 38,8 fois le 0. 1 sur 64 moins 1 sur 108, ça fait 6,36, 10 moins 3, fois alpha carré, fois 1 sur 137 au carré. Voilà. Donc, plus 3,39, 10 moins fois 10 puissance E0. Donc, je vais l'additionner à 0,138. Voilà. Et donc, vous trouvez fois E0, 2 en moins 19. Voilà. Et donc, ça, c'est égal à HC
sur lambda 2. Voilà. Donc, puissance moins 1 fois 626 exposant moins 34 fois 3 exposant 8. Et donc, regardez, pour lambda 2, vous allez trouver, je vous laisse faire les calculs avec les bonnes unités. Lambda 2, vous allez trouver 655, 398. Regardez comme les raies sont extrêmement proches. Elles sont vraiment très, très proches. Alors, si maintenant on veut appliquer le critère de Rayleigh par rapport à ce que je vous ai dit hier, sixièmement, on va calculer le delta lambda. On va calculer le lambda moyen déjà pour commencer, comme je vous ai expliqué hier. Donc vous faites la moyenne des deux, lambda 1 plus lambda 2 divisé par 2. Donc 655, 382 plus 655, 398 divisé par 2. Ça fait 655, 390. C'est du calcul, monsieur. C'est que du calcul. Ah bah ouais, mais bon, t'es en licence, mon ami. Hein. T'es pas en DUT, hein. T'es pas au Club Med. Hein. Voilà. Le delta lambda, il fait combien? Bah, c'est lambda 2 moins lambda 1. Regardez, vous avez 398. Donc, vous avez 0,8 10 puissance moins 3 nanomètres. 8 10 puissance moins 3 nanomètres d'écart entre les deux. Donc, votre pouvoir de résolution, si vous regardez bien, faites le rapport des deux. Vous allez devoir avoir un réseau dont le pouvoir de résolution va devoir être égal à, grosso modo, plus de 80 000. « 81, si on fait le calcul, 923. Donc, ça voudra dire qu'il faudra, à l'ordre 1, au minimum, 80 000 fentes. Pardon? C'est pas 16 dimensions pour le delta. Parce que 382 et 398. Ouais, tu as raison. Donc, grosso modo, 82 divisé par 2, 41 000. Vous avez vu le pouvoir de résolution de votre réseau. Hein. Oui, lambda 2 moins lambda 1. J'ai fait entre 398 et 382, vous avez 16 10 moins 3. Parce que c'est l'écart entre les deux, lambda 2 moins lambda 1. Oui. Oui, lambda 2, est-ce que vous faites une conversion ou pas? Ah oui, 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 faut mettre les E0 en joules et puis appliquer ça. Alors, regardez bien maintenant. Ça, c'est votre nombre minimum de traits. Donc, si je travaille à P égale 1, ça voudra dire que le nombre total de traits va être au minimum égal à 41 000 pour pouvoir séparer. 41 000. D'accord? Et si je le fais à P égale 2, vous aurez besoin d'un nombre de traits qui va être égal à grosso modo 20 000. Est-ce qu'un réseau, pour terminer, pourrait être capable de séparer série à l'ordre 2? Termine. Un réseau de 500 traits par millimètre
Vous vous souvenez, hier, on avait mesuré, on avait étalonné un réseau à 600 traits par millimètre. Qu'est-ce qui se passe? 500 traits à millimètre par millimètre de 4 cm de long. Ça vous fait un nombre total de traits de combien? 500 traits par millimètre fois 40 mm. Ça fait 20 000 traits. Donc à l'ordre P égale 1, il ne va pas séparer. Mais à l'ordre P égale 2, il va séparer. D'accord? Alors, il faudrait même aller à l'ordre P égale 3 pour mieux séparer. Donc, en fait, à l'ordre P égale 1, vous faites 1 fois 20 000, ça fait 20 000. C'est inférieur au lambda m sur delta lambda. Bien inférieur. Donc, vous ne pourrez pas séparer les deux raies. Tandis qu'à l'ordre P égale 2, vous pourrez. Les raies seront séparées. Voilà. Voilà pour ce petit exercice. Un petit. Oui, vas-y.